Lors du dîner en famille, mes parents ont annoncé que j'allais partager ma maison de 3 chambres avec la famille de mon frère. Tu as des chambres en trop, ont-ils dit. Quand j'ai refusé, ma mère a lâché, tais-toi. C'est ta responsabilité. Mon frère a souri d'un air narquois à côté d'elle. Je me suis levé. Alors j'ai une surprise pour vous. Et la vidéo a commencé à jouer. Je suis Nathalie Carter, âgée de 34 ans, et j'ai acheté ma maison de ville de 3 chambres à la dure, avec de longues heures de travail, des vacances annulées et 6 années consécutives à me dire que la paix valait tous les sacrifices. Ainsi, lorsque mon père a envoyé un message qui disait « Dîner de famille ce soir, 18h pile », je savais que ce n'était pas vraiment un dîner. Dans ma famille, un message comme celui-là signifiait généralement que quelqu'un avait déjà pris une décision et attendait juste que je m'assoie pour qu'il puisse faire semblant que j'avais le choix. Au moment où je suis entré dans le restaurant, j'ai pu le sentir. Les yeux de ma mère étaient rouges, la corbeille de pain était intacte et l'air autour de la table semblait lourd, comme si tout le monde avait répété son texte sauf moi. Je n'avais même pas encore enlevé mon manteau que mon père s'est raclé la gorge et a commencé à parler des temps difficiles, des enfants qui ont besoin de stabilité et de la façon dont certaines personnes dans cette famille avaient plus d'espace que ce dont elles avaient besoin. Ensuite, c'est tombé exactement comme je l'avais imaginé. Ils avaient tous décidé que mon frère, sa femme et leurs enfants allaient emménager dans ma maison parce que, comme ma mère l'a dit, j'avais des chambres supplémentaires et aucune vraie raison de les garder pour moi. J'ai dit non, calmement d'abord, puis plus clairement. C'est à ce moment-là que ma mère s'est penchée en avant et a lâché « Tais-toi. C'est ta responsabilité. » À côté d'elle, mon frère a souri comme s'il avait déjà gagné, comme si ma porte d'entrée était déjà la sienne, comme si ma vie n'était qu'une facture de plus que la famille s'attendait à ce que je paie. J'ai regardé autour de cette table les larmes, le sentiment de droit, le culot de ces personnes offrant ma maison comme si je n'étais même pas assise là, et quelque chose en moi est devenu complètement immobile. Ensuite, je me suis levé, j'ai cherché mon téléphone dans mon sac et j'ai dit, alors je suppose que c'est le moment idéal pour une surprise. Avant de vous montrer ce qui s'est passé ensuite et pourquoi toute la table a fait silence à la seconde où mon écran s'est allumé, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Car j'ai le sentiment que cette histoire va voyager beaucoup plus loin que ma famille ne l'aurait jamais imaginé. Le sourire a disparu du visage de mon frère à la seconde où j'ai déverrouillé mon téléphone et tourné l'écran vers le centre de la table. Je n'ai pas précipité les choses. Je voulais que tout le monde ressente exactement ce que j'avais ressenti la première fois que j'avais regardé les images seul dans ma cuisine. La vidéo s'est ouverte sur la vue avant de ma maison de ville au milieu d'un mardi après-midi ensoleillé. L'horodatage était clair dans le coin, mon Porsche avait l'air aussi calme et normal qu'à chaque fois que j'étais absente pour le travail. Puis il est apparu. Il a remonté mon allée, a regardé par-dessus son épaule une fois et a sorti une clé de sa poche. Pas un coup à la porte, pas un message, pas un appel, juste une clé copiée glissant directement dans ma serrure comme si ma maison lui appartenait. Ma mère a fait un bruit d'étouffement à côté de moi, mais j'ai laissé la vidéo jouer. Le clip suivant provenait de la caméra du couloir. Il s'est déplacé dans ma maison avec la confiance de quelqu'un qui y était déjà allé auparavant. Il est allé directement dans mon bureau, puis dans ma chambre, puis est revenu en portant mon ordinateur portable de travail, la boîte à bijoux en velours que ma grand-mère m'avait laissée, la petite boîte de sécurité où je gardais de l'argent liquide pour les urgences et ma tablette. Il n'a jamais hésité une seule fois. Il savait où tout se trouvait. Il savait combien de temps il avait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ensuite, j'ai mis le clip de l'allée avec le son. Il a tout chargé dans son coffre et a ri dans son téléphone. Juste encore quelques petites choses et nous pourrons rembourser les cartes, a-t-il dit. Toute la table est devenue d'un silence de mort. Sa femme s'est tournée si vite que j'ai cru qu'elle allait vomir sur place. Quelle carte? A-t-elle chuchoté. Il a ouvert la bouche, mais j'ai lancé un autre clip avant qu'il ne puisse mentir. Même semaine, même clé copiée, même regard prudent par-dessus son épaule. Cette fois, il est sorti de mon garage avec une mallette à outils et une machine à expresso dans sa boîte dont je n'avais même pas encore remarqué la disparition. Mon père a finalement retrouvé sa voix et a dit que nous devions discuter de cela en privé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Vous étiez à l'aise pour discuter de ma maison publiquement, alors je pense que nous pouvons survivre à la discussion de son vol de la même manière. » Ma mère a commencé à pleurer bruyamment. Le genre de pleurs qui sortait toujours lorsqu'elle avait besoin que la conversation s'éloigne de ce qui s'était réellement passé. « Nathalie,
Pourquoi ferais-tu cela ici? A-t-elle dit. Et cela m'a tout dit. Pas pourquoi son fils avait copié ma clé. Pas pourquoi il me volait depuis des semaines. Juste pourquoi je les forçais à le voir. Sa femme a reculé sa chaise de la table et l'a regardé comme un étranger. Tu m'as dit que ton indemnité de licenciement nous couvrait, a-t-elle dit. Tu m'as dit qu'il y avait eu un problème avec la paie. Il s'est levé rapidement et a tendu la main vers son bras, mais elle s'est dégagée brusquement avant qu'il ne la touche. J'ai sorti l'inventaire imprimé de mon sac et je l'ai fait glisser sur la table vers mon père. Ordinateur portable $2100. Bijoux évalués à $5400. Argent d'urgence $1800. Tablette et accessoires $1200. Plus de $10 000. Et cela n'inclut pas les serrures que j'ai dû changer ou les caméras que j'ai installées parce que des choses n'arrêtaient pas de disparaître. Mon frère avait l'air malade maintenant, mais pas honteux, juste effrayé. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il pensait toujours qu'il s'agissait de s'être fait attraper, et non de ce qu'il avait fait. Ma mère a attrapé mon poignet et m'a supplié de ne pas appeler la police. Il a fait une erreur, a-t-elle chuchoté. J'ai retiré ma main et j'ai dit, oublier mon anniversaire est une erreur. Prendre une clé copiée pour entrer dans ma maison 3 fois est un crime. Ensuite, j'ai regardé mon frère droit dans les yeux et je lui ai accordé la seule pitié qu'il obtiendrait de ma part. Tu as 24 heures, ai-je dit. Entre dans un poste de police et dis la vérité toi-même, ou je leur remets chaque dossier que j'ai. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et j'ai dit les mots que j'avais besoin de dire depuis des années. Je ne suis pas celle qui fait ça. Je suis juste celle qui refuse enfin de nettoyer les dégâts. Le trajet en voiture pour rentrer chez moi aurait dû me sembler dramatique, mais ce ne fut pas le cas. Il a semblé calme, clair, définitif. Pour la première fois depuis des années, je ne réorganisais pas ma propre colère pour faire de la place aux excuses des autres. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée, vérifié chaque flux de caméra et je me suis assise à l'îlot de ma cuisine avec mon ordinateur portable. Ensuite, je me suis mise au travail. J'ai créé un dossier avec chaque clip, chaque heure, chaque capture d'écran, chaque reçu que j'avais encore pour les choses qu'il avait volées. J'ai listé les articles manquants par valeur, joint les numéros de série, sauvegardé les fichiers sur le stockage en nuage, puis tout copié sur un disque externe. Si quelqu'un essayait de me qualifier d'émotive, de vindicative ou de dramatique plus tard, je voulais que les faits soient alignés si proprement qu'ils pourraient s'étouffer avec. Vers 21h ce soir-là, les messages ont commencé. Ma mère en premier, s'il te plaît, pense aux enfants. Mon père ensuite, nous devons discuter de cela rationnellement. Puis mon frère, j'ai paniqué. J'étais désespéré. Je peux arranger ça. S'il te plaît, ne gâche pas ma vie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai mis la conversation entière en sourdine et j'ai continué à travailler. Puis un autre message est arrivé de sa femme. Je ne savais pas, a-t-elle écrit. Je te le jure, je ne savais pas. J'ai regardé celui-là un peu plus longtemps. Au dîner, le choc sur son visage avait semblé réel. Maintenant, il semblait encore plus réel. J'ai répondu, je te crois. Sa réponse est arrivée immédiatement. J'ai emmené les enfants chez ma sœur. Il n'arrête pas de dire qu'il allait tout remplacer avant que tu ne le remarques. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai ri une fois à voix basse. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. C'était exactement le genre d'excuse que donne un homme lorsqu'il a vécu trop longtemps dans une famille qui agit toujours plus vite pour le protéger que pour le tenir responsable. Il pensait vraiment que le problème était le moment choisi. Pas la clé copiée. Pas ma chambre, pas ma maison, juste le moment. Je lui ai répondu par message et je lui ai dit de se protéger elle-même et les enfants d'abord. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face vers le bas et j'ai continué à organiser les preuves jusqu'après minuit. Ce qui est drôle avec la colère, c'est qu'une fois qu'elle cesse d'être bouillante, elle devient utile. La mienne s'est transformée en ordre. À 1h du matin, chaque fichier était étiqueté. À 2h, chaque article avait un prix à côté. À 3h, je ne pensais plus au dîner. Je pensais au schéma. Mon frère avait toujours été celui qui avait de la malchance, celui qui avait juste besoin d'une chance de plus, celui qui avait toujours une raison. Et j'avais toujours été celle qui était censée comprendre.
Je me suis souvenu d'avoir 26 ans et d'avoir demandé à mon père un petit prêt lorsque ma voiture était tombée en panne juste avant que je ne reçoive une meilleure offre d'emploi. Il m'avait regardé droit dans les yeux et avait dit, « Les adultes résolvent leurs propres problèmes. » Je me suis souvenu d'avoir travaillé les week-ends, d'avoir sauté des vacances et d'avoir vécu de nouilles à emporter pendant que j'économisais pour cette maison, et pas une seule personne à cette table de dîner ne m'avait offert un centime à l'époque. Mais à la minute où j'ai eu quelque chose de paisible et de stable à moi, soudainement, tout le monde s'est souvenu que j'étais de la famille. Le lendemain soir, les 24 heures étaient presque écoulées. J'ai passé la journée à faire semblant de travailler tout en regardant l'horloge. À 18h01, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié le flux de la caméra avant de bouger. C'était mon père, debout seul sur mon porche, dans la même chemise repassée qu'il avait portée au dîner, sauf que maintenant, il avait l'air fatigué autour de la bouche. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Où est-il » ai-je demandé. Mon père a soupiré. « Il est à la maison. » J'ai hoché la tête une fois. Il avait donc fait son choix. Il a regardé par-dessus mon épaule dans le couloir, attendant peut-être que l'ancienne version de moi apparaisse s'il attendait assez longtemps. « Nathalie, laisse-moi entrer. Nous devons parler. »« Tu as 2 minutes, ai-je dit. » Il est entré et s'est tenu maladroitement dans mon salon, entouré de meubles et d'un calme qu'il avait toujours qualifié d'égoïste parce qu'il n'appartenait qu'à moi. Il a d'abord essayé l'inquiétude. Il a peur. Bien, ai-je dit, il devrait l'être. Ensuite, il a essayé la culpabilité. Pense aux enfants. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'installer encore plus profondément en moi. Je pense à eux, ai-je dit. Je pense au genre d'adultes qu'ils deviendront si tout le monde autour d'eux leur apprend que voler sa famille est quelque chose que les autres sont censés absorber au nom de la paix. Il s'est frotté le front. Il a pris une terrible décision. Plus d'une fois, ai-je dit. Arrêtons de maquiller cela au singulier. Puis est venue la phrase que je savais qu'il allait prononcer. Si tu fais ça, cela le suivra pour toujours. Je l'ai regardé fixement. Quand j'ai eu besoin d'aide pour acheter ma première voiture, tu m'as dit que les adultes géraient leurs propres problèmes. Quand je faisais des heures supplémentaires pour économiser pour cette maison, tu m'as dit que les difficultés forgeaient le caractère. Alors pourquoi la responsabilité ne compte-t-elle que quand il s'agit de moi? Il a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Il n'y avait aucune réponse qui n'exposerait pas tout. Son dernier mouvement a été le plus ancien de notre famille. Il a baissé la voix et a dit « Nous sommes une famille ». La voilà. Le mot magique qu'il ne semblait utiliser que lorsqu'il voulait quelque chose de moi. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. La famille ne l'a pas empêché de copier ma clé, ai-je dit. La famille ne l'a pas empêché d'entrer dans ma chambre. La famille ne vous a pas tous empêché d'essayer de le faire emménager chez moi après qu'il m'a volé. J'ai composé le numéro de la ligne non urgente de la police pendant que mon père restait là à écouter. J'ai donné mon nom, mon adresse et j'ai dit à l'opératrice que je devais signaler un cambriolage avec des preuves vidéo, de multiples effractions et un inventaire complet des biens volés. Quand j'ai raccroché, mon père m'a regardé comme si j'étais devenu une toute autre personne. C'était très bien. Je l'étais enfin devenu. 2 policières sont passées ce même soir, et je leur ai tout remis. Les clips, l'inventaire, les reçus, les eurodatages, les captures d'écran des alertes sur mon téléphone, la liste des numéros de série que j'avais retrouvés à partir d'anciens courriels d'achat. L'une des policières, une femme aux yeux fatigués et à la voix qui laissait entendre qu'elle avait vu toutes sortes de problèmes familiaux possibles, a regardé les images du couloir 2 fois. C'est solide, a-t-elle dit. Très solide. Je lui ai dit que je le savais. Elle a demandé si je voulais porter plainte, et j'ai dit oui avant même que la question ne soit totalement sortie de sa bouche. J'avais passé trop d'années à attendre que quelqu'un d'autre dans ma famille fasse ce qui était juste. J'avais fini d'attendre. Elle a expliqué le processus, a pris le rapport et m'a dit que les cas avec des preuves aussi claires avançaient généralement vite. Rapide a signifié 48 heures. J'étais au travail le matin où c'est arrivé, assise dans une réunion sur les retours des tests utilisateurs, quand mon téléphone a vibré 3 fois de suite. Le premier message venait de ma mère, « Comment as-tu pu ?» Le deuxième venait de mon père, « Appelle-moi maintenant ». Le troisième venait de mon frère, et ce n'était qu'une photo floue de ses propres mains menottées dans le dos devant la maison de mes parents. 2 voisins étaient visibles en arrière-plan,
debout sur leur pelouse et faisant semblant de ne pas fixer la scène. Heureuse maintenant? A-t-il écrit. J'ai regardé la photo une seconde de plus que je n'aurais dû, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que même là, même avec du métal autour de ses poignets, il pensait toujours que l'histoire concernait ma réaction au lieu de ses choix. J'ai retourné mon téléphone et j'ai terminé la réunion. Ma vie a continué. C'était la partie qu'il n'avait jamais comprise. Mon monde ne tournait plus autour de son chaos. Sur le chemin du retour, j'ai rappelé mon père. Il a répondu immédiatement, la voix tendue et furieuse. Ils l'ont arrêté devant tout le quartier. J'ai gardé les yeux sur la route et j'ai dit, il m'a volé pendant que j'étais au travail et est resté assis pendant le dîner pendant que tu essayais de le faire emménager dans ma maison. Je ne sais pas quel genre de fin privée tu attendais. Ta mère est hystérique, a-t-il lâché. Ta mère n'était pas hystérique quand elle m'a dit de me taire, ai-je dit. Il est devenu silencieux. Puis très doucement, il a dit, tu détruis cette famille. J'ai ri parce qu'à ce moment-là, la vérité était presque relaxante. Non, papa. Je suis juste la première personne qui a arrêté de mentir. Il m'a raccroché au nez. Ce soir-là, sa femme a appelé. Sa voix semblait usée, comme si elle n'avait pas dormi depuis le dîner. J'ai déposé une demande, a-t-elle dit. Je n'ai pas eu besoin qu'elle m'explique ce qu'elle voulait dire. J'ai demandé le divorce cet après-midi. Les enfants sont avec moi. J'ai fermé les yeux une seconde et je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Je suis désolé, ai-je dit. Ne le sois pas. Elle a laissé échapper un souffle fatigué. Je pense que j'ai été marié à des excuses, pas à un homme. Cela m'est resté. Des excuses, pas un homme. Cela correspondait trop bien. Au cours des semaines suivantes, le reste a avancé rapidement parce que les preuves laissaient très peu de place au drame au tribunal, seulement aux conséquences. Il a accepté un accord de plaidoyer. 18 mois de probation, des travaux d'intérêt général, la restitution complète des biens volés, plus les frais et coûts de justice. Le total a dépassé les 11 000 $. Ma mère a agi comme si le fait qu'il ait évité la prison devait me rendre reconnaissante. Je ne me sentais pas reconnaissante. Je me sentais achevée. J'en avais fini de m'entendre dire de penser à son avenir alors qu'il n'avait jamais pensé au mien une seule fois. J'en avais fini d'être traité comme si la stabilité signifiait que je devais à des personnes instables l'accès à tout ce que j'avais construit. J'en avais fini de faire semblant que mes limites étaient de la cruauté juste parce que les autres ne les aimaient pas. Puis est venue la couche suivante de la vérité. 3 semaines après l'arrestation, mon père a appelé et m'a demandé de passer à l'ancienne maison parce qu'il y avait quelque chose d'important dont nous devions discuter. J'aurais dû dire non. Je l'ai su à la seconde où je me suis garé dans l'allée et où j'ai vu le visage de ma mère à travers la fenêtre, couvert de plaques rouges, mais je suis quand même entré parce qu'une partie de moi espérait encore que j'allais peut-être entendre les mots que je méritais depuis des années. Nous avions tort. Je suis désolé. Nous t'avons laissé tomber. Au lieu de cela, je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé des papiers étalés sur la table, des relevés de prêt, des avis de retard, un bloc-notes juridique jaune rempli de chiffres. Mon père a fait glisser l'un des relevés vers moi. C'était une marge de crédit sur la valeur domiciliaire. 45 000 $, ouverte presque 2 ans plus tôt, avec 3 paiements de retard. J'ai levé les yeux lentement. Qu'est-ce que c'est? Ma mère a répondu la première parce qu'elle ne pouvait jamais rester dans le silence quand elle avait peur. Nous l'avons aidée. J'ai regardé à nouveau le papier. Pour une valeur de 45 000 $. Mon père s'est raclé la gorge. Une partie était pour des dettes de carte de crédit. Une partie était pour des loyers en retard. Une partie était pour après le licenciement. Et le reste, a dit ma mère précipitamment, c'était l'avocat et la caution. Je me suis adossé à ma chaise et je les ai simplement dévisagés. Même après tout cela, il l'avait encore fait. Il continuait à jeter de l'argent dans un feu et appelait ça de l'amour. Il se sacrifiait encore pour l'empêcher de ressentir tout le poids de ce qu'il avait fait. La banque menace de saisir la maison, a dit mon père. Nous avons juste besoin d'assez pour rattraper le retard. Elle était là, la vraie raison pour laquelle j'avais été appelé. Pas des excuses, pas une responsabilisation, une facture. J'ai baissé les yeux à nouveau sur le relevé et j'ai senti cette immobilité froide et claire revenir en moi.
C'était le même sentiment que j'avais eu au restaurant quand j'ai réalisé que personne à cette table ne m'avait invité à une discussion. Il m'avait invité à une reddition. Ma mère a tendu la main vers la mienne à travers la table de la cuisine et j'ai mis la mienne sur mes genoux avant qu'elle ne puisse l'attraper. Nous ne demandons pas grand-chose, a-t-elle dit. Juste un prêt jusqu'à ce que nous retrouvions notre équilibre. J'ai laissé échapper un court souffle par le nez. Un prêt avec quel plan de remboursement? Papa, tu es à la retraite. Maman, tu n'as pas travaillé depuis des années. Il a des frais de probation, des restitutions, des frais de justice, et toujours pas d'emploi stable. D'où exactement est censé provenir l'argent? La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous sommes une famille, Nathalie. J'ai presque souri quand il a dit ça, parce que bien sûr qu'il l'a dit. Ce mot apparaissait toujours juste à temps chaque fois qu'ils avaient besoin que j'ignore la réalité pour leur convenance. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand j'avais 26 ans et que ma voiture est tombée en panne juste avant que je commence un meilleur travail, tu m'as dit que les adultes résolvaient leurs propres problèmes. Quand je travaillais les nuits et les week-ends pour économiser pour mon acompte, tu m'as dit que les sacrifices forgeaient le caractère. Quand j'ai acheté cette maison toute seule, tu m'as qualifiée d'indépendante. Alors dis-moi pourquoi l'indépendance est une vertu quand il s'agit de moi, mais une punition quand il s'agit de lui. Ma mère a recommencé à pleurer. Parce que tu as toujours été celle qui pouvait gérer les choses. Cette réponse m'a frappé exactement de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. Non pas comme des éloges, mais comme une permission de continuer à demander moins de moi et plus de moi en même temps. Non, ai-je dit doucement. J'étais celle que vous étiez à l'aise de décevoir. Mon père s'est laissé retomber lourdement sur sa chaise comme si je l'avais giflé. Ma mère s'est couvert la bouche. Mais j'ai continué parce que j'en avais fini d'adoucir la vérité pour qu'il puisse survivre en l'entendant. Vous m'avez appelé forte chaque fois que vous vouliez que j'accepte moins. Vous l'avez qualifié de dépassé chaque fois que vous vouliez excuser davantage. Et maintenant, vous voulez que je verse de l'argent dans le trou que vous avez creusé en protégeant un homme qui a copié ma clé, a volé dans ma chambre et est resté assis là pendant que vous essayez tous de le faire emménager chez moi. Les larmes de ma mère sont devenues plus bruyantes. Nous pourrions perdre cette maison. J'ai regardé autour de la cuisine. Les mêmes placards, la même lumière de la salle à manger. Le même endroit où chaque fête d'enfance s'était déroulée. Le même endroit où j'avais appris, bien avant d'avoir des mots pour l'exprimer, que la compétence d'un enfant devient souvent de l'invisibilité si l'autre enfant est suffisamment dans le besoin. Je savais ce que perdre cette maison signifierait pour eux. Cela ne changeait pas la réponse. Alors vous auriez dû le laisser échouer il y a des années, ai-je dit. Le visage de mon père s'est durci d'une manière que je n'avais pas vue depuis que j'étais adolescente. Alors c'est ça. Tu vas vraiment laisser tes parents perdre leur maison. Je me suis levé lentement, j'ai pris mon sac et j'ai dit la seule chose honnête qui restait dans la pièce. Non, votre fils a fait ça. Ma mère a repoussé sa chaise et s'est levée aussi, les larmes coulant sur son visage. Si tu pars maintenant, ne te qualifie plus de notre fille. Je l'ai regardée pendant une longue seconde. Cela faisait mal, mais pas de la manière habituelle. Pas comme une blessure, plutôt comme une radiographie, propre, nette, exposant exactement ce qui avait toujours été là. Peut-être que tu aurais dû penser à cela avant de demander à ta fille de financer le fils qu'il a volé, ai-je dit. Puis je suis sorti. J'ai réussi à aller jusqu'à ma voiture avant que mes mains ne commencent à trembler. Et même alors, ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la colère. Non pas parce que j'avais dit non. Mais parce qu'après tout cela, ils croyaient toujours que la pire chose qui s'était produite dans cette histoire était mon refus de les sauver. Les répercussions se sont propagées rapidement. Les familles comme la mienne fonctionnent sur des versions éditées de la vérité. Ainsi, en quelques jours, la moitié de mes proches savaient que j'avais refusé d'aider mes parents à sauver leur maison, mais seule une poignée savait pourquoi. Mon cousin m'a envoyé un message pour me dire que les gens me qualifiaient de froide. Ma tante Denise a appelé et a dit « Laisse-les parler ». Elle avait toujours été la seule adulte de la famille qui semblait immunisée contre le théâtre émotionnel. Elle a posé une question. Ont-ils parlé à quelqu'un de la marge de crédit? J'ai ri amèrement. Bien sûr que non. Alors laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Ils ont omis la partie où ils ont emprunté sur leur propre maison pour continuer à le nourrir d'argent et veulent maintenant que tu couvres le tout. Exactement.
Sa réponse est venue sans hésitation. Alors si quelqu'un demande, je lui dirai la vérité. 2 jours plus tard, c'est exactement ce qu'elle a fait. Apparemment, ma mère a essayé de me présenter comme sans cœur lors d'un déjeuner à l'église. Et tante Denise a calmement demandé devant 3 autres membres de la famille si Nathalie était également censée payer pour les 45 000 $ qu'ils avaient contractés pour couvrir les dettes d'Ethan, sa caution et son avocat. Selon mon cousin, la pièce est devenue suffisamment silencieuse pour entendre les fourchettes heurter les assiettes. C'était la première fois que l'histoire commençait à tourner en ma faveur. Une fois que les gens ont entendu des chiffres réels, des faits réels, des chronologies réelles, il est devenu beaucoup plus difficile d'accorder de la sympathie à la mauvaise personne. Mon frère n'avait plus l'air tragique. Il avait l'air de ce qu'il était exactement, un homme adulte dont la vie entière avait été capitonnée par les sacrifices des autres jusqu'à ce que la facture devienne trop importante pour être cachée. Mes parents ont tenu un peu plus longtemps dans la maison, mais pas beaucoup. Entre la marge de crédit, les paiements manqués, les frais de justice et tout l'argent qu'ils avaient déjà brûlé pour essayer de le maintenir à flot, ils n'avaient plus de marge de manœuvre. En l'espace de 2 mois, ils l'ont vendu et ont emménagé dans un appartement exigu de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Et parce que cette famille n'avait absolument rien appris, mon frère a emménagé avec eux. 3 adultes dans un petit appartement. Mon père dormant mal. Ma mère pleurant davantage, mon frère sur le canapé, sans emploi, en colère, et agissant toujours d'une manière ou d'une autre comme la victime d'une histoire qu'il avait écrite de ses propres mains. J'ai entendu la majeure partie de tout cela par le biais de ma tante et d'un cousin qui avait cessé de simuler la neutralité une fois que les faits avaient été révélés. Mon frère a manqué des visites avec ses enfants. Sa femme a fait pression pour obtenir la garde exclusive. Le tribunal la lui a accordée parce qu'un homme en probation, avec un logement instable et des antécédents de vol ne ressemble pas exactement à un pilier de la constance. Et chaque fois que j'entendais une nouvelle mise à jour, je m'attendais à ressentir quelque chose de dramatique, de la justification, de la satisfaction, de la pitié. Ce que je ressentais principalement, c'était de la distance, comme si j'étais finalement sorti d'une tempête dans laquelle j'avais vécu si longtemps que j'avais oublié que tout le monde ne considère pas le chaos comme son foyer. La scission de la famille s'est produite discrètement au début, puis tout d'un coup. Certains proches ont complètement cessé de me parler, ce qui honnêtement ressemblait moins à une punition qu'à la paix. D'autres ont continué à envoyer ces petits messages prudents que les gens écrivent quand ils veulent avoir l'air sage sans rien dire d'utile. La famille, c'est la famille. La vie est courte. Tu ne veux pas avoir de regrets. C'est drôle comme personne n'avait envoyé ces messages à mon frère avant qu'il n'entre dans ma maison avec une clé copiée. Ceux qui connaissaient réellement la vérité, qui la connaissaient vraiment, étaient les seuls dont les opinions m'importaient. Tante Denise est restée fermement de mon côté. Tout comme l'un de mes cousins qui a admis qu'il avait passé des années à penser qu'Ethan était simplement malchanceux jusqu'à ce que l'arrestation le force à regarder le schéma au lieu des excuses. Ma mère détestait ça. Elle détestait perdre le contrôle du récit familial encore plus qu'elle ne détestait perdre la maison. À ce moment-là, cependant, trop de personnes en avaient vu assez pour arrêter d'acquiescer. Tout le monde était au courant de la marge de crédit. Tout le monde était au courant de la caution. Tout le monde savait qu'il m'avait volé. Et tout le monde savait que mes parents avaient quand même essayé de le placer chez moi après cela. Une fois que les faits ont été mis au grand jour, l'histoire qu'ils avaient racontée sur ma cruauté a commencé à sembler ridicule, même pour les personnes qui voulaient y croire. Mon frère, quant à lui, a continué à payer pour ses propres choix de manière plus petite et plus laide qui ne faisait pas les gros titres, mais qui semblait tout de même définitive. Il a trouvé des contrats de travail pendant quelques semaines, puis les a perdus. Il s'est plaint que les réunions de probation rendaient difficile le maintien d'un emploi du temps, comme si l'emploi du temps l'avait attaqué personnellement. Il a manqué une visite supervisée avec ses enfants, puis une autre. Sa femme a rapporté cela directement au tribunal. Au bout de 6 mois, elle avait la garde légale et physique complète, et il avait de la chance d'obtenir des nouvelles. C'était la partie qui aurait dû le briser et le pousser à l'honnêteté, mais ce ne fut pas le cas. Selon tante Denise, il m'a principalement blâmé. Moi, pour avoir appelé la police. Moi, pour ne pas lui avoir donné un endroit où rester. Moi, pour avoir gâché la dernière chance qu'il était censé avoir. Comme si sa vie lui était arrivée au lieu d'avoir été façonnée par lui. La chose la plus étrange était le peu de pouvoir que ce blâme avait désormais sur moi. 1 an plus tôt, cela m'aurait empêché de dormir la nuit. Maintenant,
cela sonnait juste comme un homme trop faible pour se tenir face à son propre reflet. Ma vie en dehors de tout cela était devenue presque embarrassamment calme. Je travaillais. Je dormais bien. Je retournais à la salle de sport. Je cuisinais le dimanche. J'ai utilisé la 3e chambre comme bureau à domicile et j'ai finalement transformé la petite chambre d'amis en espace d'entraînement au lieu de la laisser vide pour des personnes qui ne venaient jamais. J'ai amélioré mon système de sécurité, changé chaque serrure, ajouté des alertes de reconnaissance faciale, et j'ai cessé de m'excuser du fait que la paix comptait plus pour moi que les apparences. De temps en temps, je pensais à ce dîner et je me demandais combien d'années j'avais perdu à essayer d'être la personne raisonnable dans une famille qui n'aimait la raison que lorsqu'elle protégeait les mauvaises personnes. Puis, un samedi après-midi, 6 mois après l'arrestation, je suis tombé sur ma mère au supermarché. Nous nous sommes toutes les deux figées près du rayon des fruits et légumes comme des étrangères qui se reconnaissaient d'une autre vie. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, fatiguée d'une manière que le maquillage ne peut pas cacher. Je savais que je n'avais pas la même apparence non plus. Il y a un genre de repos qui change votre visage lorsque vous arrêtez de porter des personnes qui n'allaient jamais se porter elles-mêmes. Nathalie, a-t-elle dit doucement. Maman. Pendant une seconde, aucune de nous n'a bougé. Puis elle a dit, tu as l'air bien. Je lui ai fait un petit signe de tête. Merci. Toi aussi. C'était un mensonge poli, mais nécessaire. Elle a jeté un coup d'œil à mon caddie, puis a relevé les yeux vers moi. Comment va la maison? Bien, ai-je dit. Calme, sécurisé, pas d'effraction dernièrement. Elle a tressailli juste un peu. Je l'ai bien mérité, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. C'est vrai. Cela a peut-être été le premier échange honnête que nous ayons jamais eu sans que quelqu'un ne se précipite pour l'adoucir. Elle a demandé si nous pourrions parler un de ces jours. Je lui ai dit peut-être, mais pas encore. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Puis, après une pause, elle a dit, il travaille maintenant. Je l'ai regardé attentivement. À temps plein, dans une quincaillerie. Il déteste ça, mais il s'y présente. C'est bien, ai-je dit. Elle a dégluti et a détourné le regard. Nous suivons une thérapie financière et une thérapie familiale. Ton père aussi. Je n'ai rien dit. Non pas parce que je voulais la punir, mais parce que j'essayais de savoir si je ressentais quoi que ce soit. Finalement, j'ai demandé, est-ce parce que vous comprenez enfin ce qui s'est passé ou parce que tout perdre est devenu coûteux? Celle-là a fait mouche. Elle m'a regardé droit dans les yeux brillants mais secs cette fois. Les deux, a-t-elle dit. C'était honnête, aussi. Je respectais cela plus que tous les pleurs. Nous sommes restés là, dans l'allée des fruits et légumes, avec des pommes empilées entre nous comme des accessoires dans une tragédie de banlieue. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme une fille essayant d'être choisie. Je me sentais comme une femme parlant à une autre adulte qui avait pris des décisions catastrophiques et qui n'apprenait que maintenant ce que coûtent les limites lorsque l'on les ignore trop longtemps. Avant de nous séparer, elle a dit, ton frère demande de tes nouvelles parfois. J'ai ajusté ma prise sur le caddie et j'ai dit, dis-lui que je vais bien et dis-lui que s'il s'approche encore une fois de ma maison, les caméras enregistrent toujours. Un sourire fatigué, presque involontaire, a effleuré sa bouche. Je lui dirai, a-t-elle dit. Puis nous sommes partis dans des directions opposées, ce qui semblait approprié. Caddie séparé, vie séparée, conséquences séparées. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai rangé les courses et je suis resté dans ma cuisine pendant 1 minute avec le genre de calme que la plupart des gens ne comprennent jamais jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de le perdre. La maison me semblait mienne d'une manière qu'elle ne l'avait même pas été avant le vol. Non pas parce qu'elle était intacte, mais parce que je l'avais finalement défendue sans m'excuser. La semaine suivante, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres avec l'écriture de mon frère. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, je l'ai portée à l'intérieur, je l'ai posée sur le comptoir, j'ai préparé du café et j'ai attendu de ne rien ressentir avant de l'ouvrir. Le mot était court. Il disait qu'il était désolé. Il disait qu'il ne s'attendait pas au pardon. Il disait qu'il détestait ce que sa vie était devenue et qu'il savait qu'il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Il disait qu'il essayait de faire mieux, un jour à la fois. 1 an plus tôt, ces mots auraient pu faire ressortir quelque chose de tendre en moi. Maintenant, il restait juste là, sur la page,
n'était petit et trop tard. J'ai plié le mot une fois et je l'ai mis dans un tiroir, non pas parce qu'il ne signifiait rien, mais parce que les excuses ne sont pas la même chose que la confiance, et j'étais enfin assez sage pour connaître la différence. Quelques jours plus tard, mon père a envoyé un courriel. Il était plus long, plus direct. Il disait qu'il ne demandait pas pardon. Il disait que ma mère et lui essayaient de comprendre à quel point ils avaient laissé tomber leurs 2 enfants. L'un en le sauvant jusqu'à ce qu'ils ne grandissent jamais et l'autre en s'appuyant sur elle jusqu'à ce qu'elle apprenne à ne plus avoir besoin d'eux du tout. Il disait que la thérapie l'avait forcé à admettre des choses qu'il aurait dû admettre 20 ans plus tôt. Qu'il avait confondu protéger son fils avec l'aimer. Qu'il m'avait qualifié de forte chaque fois qu'il était commode de me laisser sans soutien. Que ce qui m'était arrivé n'aurait jamais dû arriver et que ce qu'il m'avait demandé par la suite était pire. J'ai lu ce courriel 2 fois. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assise là, la main posée sur le couvercle. Cela n'a rien réparé. Cela n'a pas effacé le dîner au restaurant, ni ma mère me disant de me taire, ni le sentiment de regarder mon frère se promener dans ma maison à la caméra comme un étranger portant le visage de la famille. Mais c'était réel, plus réel que tout ce qu'ils avaient dit quand les dégâts étaient encore frais. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être qu'une partie du fait de grandir consiste à comprendre que les réponses immédiates sont surestimées. Parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire est de laisser une vérité là où elle tombe et de la laisser être lourde. Au cours des mois suivants, j'ai eu de petites nouvelles par tante Denise. Mon frère a gardé son emploi. Mes parents ne l'ont pas laissé revenir vivre avec eux après qu'il a quitté l'appartement qu'il louait brièvement avec un ami. Ma mère avait cessé de pleurer chaque fois que son nom était mentionné et avait commencé à poser des questions plus difficiles à la place. Mon père était devenu presque rigide à propos de l'argent. Apparemment, les conséquences avaient finalement enseigné la leçon que l'amour n'avait jamais réussi à inculquer. Quant à moi, j'ai continué à vivre. J'ai peint la chambre d'amis. J'ai acheté un tapis de marche pour mon bureau. J'ai commencé à inviter des amis à la maison sans ressentir cette vieille honte que je portais auparavant pour avoir protégé mon espace trop farouchement. La vérité était que mes limites n'avaient jamais été le problème. Elles étaient la solution à laquelle j'aurais dû faire confiance plus tôt. C'est la leçon que j'aimerais que plus de gens comprennent. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour manquer de respect à votre maison, à votre argent, à votre paix ou à votre sécurité. L'amour ne signifie pas un accès illimité. La compassion ne signifie pas devenir le fonds d'urgence pour les personnes qui refusent de changer. Et se protéger n'est pas de la cruauté, même lorsque les personnes bénéficiant de votre silence l'appellent ainsi. Parfois, la chose la plus éducative dont une famille puisse être témoin est une personne disant enfin non et le pensant vraiment. Parfois, l'exemple le plus sain que des enfants puissent voir est un adulte refusant d'excuser un comportement nuisible juste parce qu'il vient d'une personne qui leur est apparentée. Parfois, conserver des preuves, dire la vérité et prendre du recul n'est pas du tout une vengeance. C'est de la responsabilité. C'est du respect de soi. C'est la première limite honnête dans un système bâti sur la culpabilité. Je vis toujours dans ma maison de ville. Une chambre pour dormir, une pour le travail, une pour la vie que je choisis. Les caméras sont toujours là. Les serrures sont plus solides. La maison est plus calme que jamais. Et c'est peut-être la fin la plus satisfaisante de toutes. Non pas que tous ceux qui m'ont blessé aient souffert, bien que beaucoup d'entre eux l'aient fait. Non pas qu'ils aient finalement admis que j'avais raison, bien que certains d'entre eux l'aient fait. C'est que je n'ai plus besoin de leur version de la justice pour me sentir entière. J'ai construit une vie dans laquelle ils ne pouvaient pas s'imposer, et je l'ai gardée. Cela compte plus que n'importe quelles excuses ne pourraient jamais le faire. Si vous avez déjà eu à dire non à votre famille juste pour protéger votre propre paix, alors vous savez déjà à quel point ce choix peut sembler solitaire sur le moment et à quel point il change la vie une fois que le bruit s'estompe. Alors dites-moi honnêtement, avez-vous déjà dû devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre juste pour arrêter de vous abandonner vous-même dans votre propre vie ?